Shukran Oustad, et donc on va passer à la communication suivante du professeur Njari qui est surtout, et on y tient, de la faculté de médecine de Fès, et qui va nous parler, on va s'approcher encore plus, du Bimaristan de Sidi Fraj de Fès. أستاذ فيصل استسمح لأني سأتكلم باللغة الفرنسية، لكن من بعد الأستاذ يعني يعطينا اللغة العربية إن شاء الله. D'abord, je voudrais remercier notre faculté, notre doyen, notre commission de m'avoir proposé de parler de l'histoire du Maristan de Sidi Fraj de Fès, après ce qu'on vient d'entendre sur les Maristans dans les pays arabes et les pays musulmans, et ensuite donc un aperçu sur les Maristans au Maroc. Alors, donc je vais essayer de me limiter vraiment à ce Maristan de Fès et donner un aperçu historique donc de cet hôpital historique de cette ville. D'abord, comme vous le savez, un rappel des grandes périodes de la médecine, les racines de la médecine archaïque à la naissance de la clinique avec Hippocrate, puis ensuite la médecine islamique et son apogée, et qu'on a entendu hier dans la conférence du professeur Faisal, donc une étape majeure dans le développement de la médecine et du savoir médical, disons de la médecine universelle. Et puis bien sûr aujourd'hui la naissance et le progrès de la médecine moderne. Alors comme on l'a déjà entendu, donc les racines de la médecine islamique, dès l'origine, et ça on l'a entendu ce matin, donc il y a eu un certain nombre de choses très importantes sur la prévention, sur les règles diététiques, sur l'hygiène, et beaucoup de mesures, disons, qui ont été prises dans la religion musulmane, avec pour objectif de protéger la population contre les maladies. Et puis il y avait déjà des médecins, comme on l'a entendu ce matin, déjà à côté du prophète. Alors, quelques repères historiques maintenant du Maroc. Donc, je vais parler essentiellement du Maroc musulman à partir de la dynastie idrisside à Fès, donc en 788. Puis après, donc, il y a eu la dynastie almoravide, donc le Morabitin à Marrakech, et puis ensuite la dynastie almohade. Et c'est dans cette dynastie qu'on a vu la naissance des Bimaristans au Maroc, puis ensuite la dynastie mérinide, où il y a eu vraiment, disons, l'apogée des Maristans au Maroc, et la dynastie saadienne ensuite, et à la 8 qu'on a encore, bien sûr, aujourd'hui, avant donc, et puis le protectorat de 1912 et 1956. Alors il y a un travail qui est vraiment remarquable, qui a été fait par le professeur Chakib, qui n'a pas pu venir ce matin, et qui donne vraiment une excellente synthèse, et une recherche vraiment très intéressante sur le Maristan Sidi Fraj de Fès, et qui a été publié dans la revue d'histoire des sciences médicales, et qui a été un travail vraiment remarquable et qui donne beaucoup d'éléments bibliographiques sur le Maristan Sidi Fraj de Fès. Je ne reviendrai pas bien sûr sur les Bimaristans au Maroc, donc sur le mot qui a été expliqué ce matin, sur donc, les différents médecins donc, qui existaient au Maroc, mais on peut se poser quand même une question. Qu'est-ce qui se passait avant les Bimaristans au Maroc, c'est-à-dire avant les Almohades, avant les Mouahidines? Il faut savoir qu'à l'époque, la médecine, et comme on l'a entendu hier, l'enseignement médical, c'était un enseignement pas technique comme aujourd'hui, uniquement technique, mais c'était la médecine mélangée à la philosophie, à l'astrologie, aux mathématiques. Et les médecins, en fait, c'était des savants qui avaient donc un savoir vraiment très large. Et beaucoup de médecins, déjà à l'époque idrisside, à Fès, donc la première dynastie islamique du Maroc, et au temps de Morabitin, les Almoravides à Marrakech, effectuaient des visites dans les palais des rois, etc., chez les gens, dans leur maison. Et quelques-uns recevaient probablement les malades chez eux. Donc il n'y avait pas vraiment la notion d'hôpitaux comme aujourd'hui, c'était des médecins savants et qui effectuaient des visites à domicile. Et aujourd'hui, on reparle maintenant, après les hôpitaux, de l'hospitalisation à domicile, etc. Donc c'est une approche un tout petit peu différente. Et l'idée du Bimaristan surgit avec les Almohades, Al-Mouahidines, dans la dynastie a commencé en 1130, et c'est Yaqub al-Mansur, donc qui est Mouahidi, qui a construit le premier effectivement Maristan à Marrakech, qui était un grand hôpital, et donc qui a été décrit par mon collègue juste avant moi,
un hôpital extraordinaire et qui a été décrit par Abdelwahid al-Marrakouchi en 1224, où il parle quasiment de l'hôtel mémorial d'aujourd'hui à Marrakech, où il y avait un hôpital 5 étoiles, où il y avait tout, et on soignait les gens, on s'occupait d'eux, ils étaient chauffés, ils étaient nourris, on leur donnait même de l'argent après leur sortie, et plus que ça, on soignait les visiteurs de Marrakech, on leur offrait donc les soins gratuitement, on leur offrait même donc les habits, etc. Donc c'était vraiment un hôpital extraordinaire, mais malheureusement dont on n'a plus de traces vraiment aujourd'hui dans la ville de Marrakech. On connaît à peu près son lieu géographique, mais il y a peu de choses sur cet hôpital. Et puis les Mérinides, Al-Marinides, donc la dynastie de Fès, c'est une dynastie donc, qui a suivi donc, le chemin des Almohades et ont doté le Maroc d'une grande série, une chaîne d'hôpitaux de Maristan répartis dans les grandes villes marocaines, entre autres Fès, où il n'y avait pas que le Maristan Sidi Fraj, il y en avait d'autres, comme c'était déjà dit tout à l'heure, Meknès, Salé, avec des Maristans aussi célèbres, Rabat et Safi. Bien sûr, le plus célèbre et qui existe encore aujourd'hui, c'est probablement celui de Fès, qui est le Maristan Sidi Fraj. Et donc sa naissance, c'est une naissance avec les Almohades, ensuite une consolidation avec les Mérinides. Son apogée et sa dégradation sont étroitement liées en fait à la grandeur de la dynastie mérinide et sa décadence aussi. Donc c'était avec la décadence de la dynastie mérinide. Alors Sidi Fraj, beaucoup d'entre vous dans cette salle ont déjà visité ce qui reste de ce Maristan et cette plaque qui existe encore aujourd'hui et qui a été construite, qui a été conçue par l'Association marocaine de l'histoire de la médecine dans les années 90. Et donc ce Maristan a été construit par le sultan Yaqub Mansour vers 1286. Il est au centre-ville de l'époque, plein centre-ville, de la plus vieille partie de la Médina, à proximité du fondateur de la ville de Fès, de la tombe du fondateur Monédris II, et à côté du socle Attarim, donc le marché Attarim, qui est en fait un sort de pharmacie de l'époque où il y a beaucoup d'herboristes, et donc le sort aussi du Henné qui existe encore aujourd'hui. Le modèle architectural, je suis désolé, j'ai une prothèse dentaire qui m'embête beaucoup, donc j'ai des fois difficulté à sortir les mots. Le modèle architectural, donc c'est un modèle mérinide qui a été conçu, inspiré de l'architecture hispanique. Et donc il a été restauré par un autre sultan mérinide qui est Abul Hassan. Alors pourquoi cet hôpital s'appelle Sidi Fraj? Alors vous savez qu'au Maroc, lorsqu'on appelle quelque chose Sidi, ça veut dire qu'il y a un wali, il y a quelqu'un, un marabout. Mais en réalité, dans le cas de Sidi Fraj, ce n'était pas du tout le cas. Donc il n'y a aucune trace historique qui montre qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Sidi Fraj. En réalité, probablement c'est lié au mot Faraj, qui veut dire soulagement. Et entre le socle, l'Attari et le socle du Hima, il y a une porte qui s'appelle porte Al-Faraj. Et donc probablement c'est lié un peu à ça. Et donc à proximité, c'est des marchés qui vendent donc, des produits d'hygiène, des produits de médecine et de pharmacie qui existent, dont certains existent encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc ces deux socles étaient séparés par une porte qui s'appelle Bab Al-Faraj, qui est donc la porte du soulagement, de la délivrance, d'où l'appellation donc du Maristan. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce Maristan? D'abord, c'est 2 étages. Il y a donc un rez-de-chaussée de 18 chambres. On hospitalisait donc les hommes essentiellement. Et donc au-dessus, donc c'est les femmes. Il y a un jardin attenant pour la promenade des malades. Donc il y avait un jardin à côté. D'ailleurs, la petite place existe encore aujourd'hui, il y avait le jardin. Et dans ce jardin, on jouait de la musique. Donc, après la prière de vendredi pour les malades, c'était donc de la musicothérapie pour les patients. Pas que pour les patients atteints de maladies mentales, pour les patients de manière générale. Parce que si le Maristan après a été connu uniquement pour la psychiatrie, en réalité, il a servi pour toutes sortes de maladies. Et puis un étage de 22 chambres pour les femmes. Alors, si vous le voyez aujourd'hui, c'est vrai que la surface paraît petite. Mais il faut voir les repères d'autrefois, ce n'est pas les repères d'aujourd'hui. D'abord, cette surface est comparable aux surfaces de Maristan qu'on voyait notamment en Syrie, à Damas et à Ardèche. Ensuite, donc il y avait plusieurs Maristans à Fès, il n'y a pas que celui-là, c'était un peu le principal. Et puis la population à l'époque,
c'était une population de 100 000 habitants maximum à Fès. Donc on ne pouvait pas comparer avec la population d'aujourd'hui, bien sûr. Et donc la population, 100 000 à l'époque, c'était déjà énorme. C'était déjà une métropole par rapport aux autres villes aujourd'hui. Alors comment le Maristan a été géré? D'abord, la gestion a été assurée par un administrateur et des secrétaires et contrôlée par un nadir, c'est-à-dire par la Cour des comptes ou un fonctionnaire de l'époque, un nadir qui supervisait l'utilisation des biens et donc qui rendait des comptes. Et puis le fameux Léon l'Africain, qui Abou Hassan, en fait faisait partie des secrétaires de ce Maristan. D'ailleurs, il a écrit à propos, bien sûr, de ce Maristan. Alors, quelles sont les ressources humaines de l'époque? D'abord, il y avait une équipe médicale et paramédicale dirigée par un médecin-chef. Il y avait des médecins, des pharmaciens, des herboristes de l'époque. Il y avait des infirmiers, des aides-soignants, très probablement choisis après un examen organisé par le médecin-chef du Maristan. Il y avait aussi du personnel non médical, notamment des gardiens, des cuisiniers, comme ça a été déjà décrit tout à l'heure par mes collègues, et des musiciens qui donnaient des concerts aux malades tous les vendredis. Donc vraiment des ressources humaines très riches pour l'époque. Alors quels sont les soins qu'on donnait aux malades à l'époque? Donc les malades étaient hospitalisés, il y avait des consultations, et probablement comme d'autres des pays arabes, il y avait aussi un service de garde, de nuit, probablement. Alors il y avait plusieurs spécialités, il y avait la médecine générale, il y avait l'orthopédie, il y avait l'ophtalmologie, et il y avait bien sûr la psychiatrie, donc plusieurs spécialités. Mais ensuite, comme vous le savez, le Maristan est devenu un hôpital de psychiatrie uniquement. Alors, très important, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas la médecine humaine et la médecine vétérinaire. C'était des médecins qui soignaient les malades, qui soignaient aussi bien les êtres humains, les oiseaux, les animaux, etc. Et à l'époque, on soignait les cigognes dans ce Maristan. Donc c'était un lieu, surtout l'orthopédie, pour les cigognes qui avaient des fractures. Et on pouvait se demander si le fait de soigner les cigognes n'était pas aussi, d'une certaine manière, de la médecine expérimentale et qu'on appliquait ensuite aux êtres humains. C'est peut-être de la médecine expérimentale de l'époque et c'était un excellent moyen probablement pour apprendre aux étudiants de faire des choses aussi pour les êtres humains. Alors une question que je me suis posée et sûrement vous devez vous la poser, est-ce qu'il y avait un lien avec l'université, la fameuse université Qarawiyyin, qui est tout près, donc à quelques mètres du Maristan? Vous savez que l'université Qarawiyyin, comme elle a été décrite, la plus vieille université encore en fonctionnement au monde, et qui a remis quelques centaines de ijazas en médecine, quelques ijazas en médecine, et on peut se demander le lien qu'il y avait entre cette université et le Maristan. Ce qui est certain, il y a peu de choses là-dessus. Ce qui est certain, c'est que certains des médecins du Maristan se sont spécialisés et perfectionnés en Espagne et ont fait des études dans l'université Qarawiyyin. En sachant que dans l'université Qarawiyyin, on enseignait, hier on a entendu la conférence sur Razi, sur Razès, on enseignait le Kamil de Razès, on enseignait le Qanun de la médecine d'Avicenne, on enseignait Kulliyat Tib de Ibn Rushd, on enseignait Zubdat Tabib, Jordani, etc. On a enseigné des ouvrages importants donc, de la médecine qui existent existent encore aujourd'hui. Vous allez les voir tout cet après-midi dans la bibliothèque Qarawiyyin. Donc il y avait un enseignement médical, mais est-ce qu'il y avait des liens directs? Probablement il y en avait, parce que c'était donc dans le même quartier au centre-ville, et en sachant que l'esprit n'est pas l'esprit d'aujourd'hui, il y a un CHU, il y a un hôpital juste à côté de la faculté. Je répète, donc la médecine d'autrefois, c'était une médecine intégrée en fait dans un enseignement scientifique très global et très général. Et donc il y avait beaucoup de médecins, philosophes, et qui soignaient aussi les gens et les rois chez eux, pas forcément donc, à l'hôpital comme on peut le voir aujourd'hui, mais sûrement des liens entre donc, les hôpitaux bien sûr de la ville et cette université. Alors en sachant que d'une manière contemporaine, cette fameuse ijaza qui a été remise à Qarawiyyin de 1207 et qui était presque contemporaine de la naissance de ce Maristan et qui était remise en 1207 avec
ce jury composé par Ibn Baytar al-Nabas al-Ishbili, Ijaza qui se trouve encore aujourd'hui, dans la pièce originale se trouve à Rabat, dans le musée d'Oudaya de Rabat, et qui dit aux lauréats que c'est un grand connaisseur de la médecine humaine et vétérinaire, de la thérapie pharmacologique, donc c'est ce qui a marqué sur la Ijaza, de leur fondement, Mohandis, ingénieur, chevronné, observateur attentif, et aussi important dans le diplôme, c'est marqué que c'est un homme intègre, loyal, dévoué et régulier. Donc ce sont des éléments très importants. Il n'y a pas que l'aspect technique, il y a aussi l'aspect intégrité, honnêteté du médecin. Et ça, c'est quelque chose, c'est une leçon qui est très importante. Une leçon aussi très importante, c'est que la Ijaza a été certifiée par un notaire, par un qadi à l'époque, pour montrer que ce médecin mérite bien de l'être. Alors je reviendrai maintenant au Malistan pour montrer que le Malistan était aussi, en quelque sorte, un centre social. Car les responsables du Malistan distribuaient des vêtements et nourriture aux impotents et aux indigents. Et il y avait aussi un fonds spécial pour laver les morts, notamment les morts qui venaient de l'étranger. Parce qu'à l'époque, Fès, il y avait énormément de brassages, il y avait beaucoup de voyages de gens qui venaient d'Andalousie, qui venaient des Maghreb, qui venaient de l'Orient, etc. Et donc il y avait des gens qui venaient mourir ici. C'est le cas d'Ibn Khatib, qui venait d'Espagne, il est mort à Fès, il est enterré à Fès, et d'autres. Et donc il y avait un fonds spécial pour ces morts étrangers et qui est resté jusqu'à leur mort ici dans la ville. Et puis un rôle aussi d'agence d'information. Il y avait des annonces importantes faites aux habitants de la ville par le crieur public, donc devant la porte de ce Malistan. Alors comment le Malistan a été financé? Il a été financé par les Habous, donc l'Waqf. Donc les établissements étaient dotés de biens, donc de bienfaiteurs. Le trésor aussi de l'État, qui participait à l'entretien du Malistan, et puis les dons de la population. Donc comme aujourd'hui, on parle de plus en plus aux États-Unis, les hôpitaux fonctionnent par des fondations. Ben, à l'époque, en fait, c'était des fondations aussi. Et donc aujourd'hui, on revient petit à petit, et tout le monde dit il faut que le CHU devienne une fondation. Donc c'est un système de dons qui permettait donc à ces hôpitaux de fonctionner. Alors pour terminer cette présentation, je dirais que dans son apogée, cet hôpital, ce Malistan a servi de modèle pour le premier hôpital psychiatrique, l'un des premiers d'Europe, qui est l'hôpital de Valence, avant la découverte des États-Unis, donc l'un des premiers en fait au monde. Et au temps de sa splendeur, le Malistan Sidi Fraj a été cité comme modèle pour l'hôpital de Valence. Alors il y avait un père qui s'appelait Gilbert Joffre et qui est venu à Fès à 2 reprises pour racheter des prisonniers chez le roi du Maroc à l'époque qui était à Fès, le roi Mérénide, et il a créé une association pour construire le premier asile pour aliénés à Valence. Et donc il a décrit cet hôpital de Fès comme un modèle pour cet hôpital de Valence, et ça a été décrit dans un journal américain, American Journal of Psychiatry, et qui parle de ce fait d'une manière très claire, qui dit que l'hôpital de Valence, le premier hôpital psychiatrique d'Europe, a pris comme modèle cet hôpital qui est le Malistan de Fès. Et puis ensuite, c'est la décadence, ça a été déjà dit tout à l'heure par mon collègue, car les Mérénides avaient besoin d'argent pour financer la guerre, ils ont tout vendu. Ils ont utilisé même l'argent disponible dans cet hôpital pour financer la guerre, et donc il y avait la décadence des Mérinides et la décadence en parallèle de l'hôpital. Et Léon l'Africain en parle déjà, il dit que c'est la décadence, et donc le Malistan a été transformé petit à petit comme un hôpital pour uniquement les malades mentaux, pour les aliénés. Et donc la situation a continué à se dégrader au fil des siècles, j'ai presque terminé, et donc avec des témoignages catastrophiques juste après le protectorat. Donc, et en même temps, après la décadence, il y a eu la renaissance de l'Europe, partie de Florence, et c'est très important ce que dit Ibn Khaldun dans sa Muqaddima. Ibn Khaldun dit attention, on est en train de chuter, mais attention, il y a quelque chose qui se passe en Europe, et les Européens sont en train de monter. Il a dit déjà, à l'époque, il a dit c'est dommage que je ne puisse pas moi-même aller voir ce qui se passe là-bas. Et donc, Ibn Khaldun, qui avait séjourné aussi à Fès longtemps, déjà a signalé donc l'alarme à l'époque et donc a prévenu. Et donc, la médecine précoloniale, lorsque les Français sont arrivés au Maroc, ils ont vu un Maroc où il y a quasiment plus de médecine, disons moderne, par rapport à l'époque. Il y avait essentiellement de la magie, il y avait des choses, des pratiques
disant qu'ils sont vraiment des pratiques qui ne sont pas du tout des pratiques médicales. Et donc, ils décrivent une médecine comme catastrophique. Et les Français eux-mêmes disent, notamment un article, il dit clairement la médecine, l'âge d'or de la médecine du Maroc, où est-ce qu'elle est? Et ils décrivent cette médecine comme une médecine, disons, de charlatanisme. En réalité, il y avait vraiment plus de médecine. Et ils décrivent aussi la population comme une population malade, édentée, beaucoup de choléra, beaucoup d'infections. C'était juste avant le protectorat. Puis ensuite, le Maristan a continué à fonctionner jusqu'à 1946. Donc ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il s'est arrêté. Alors, en conclusion, je dirais que ce que je viens de dire fait partie un peu de la médecine islamique, qui a fait un progrès extraordinaire et un apport significatif pour la médecine universelle. Et tout à l'heure, avant de commencer, j'ai discuté avec M. Jean-François Tessier, qui me dit qu'en réalité, il ne faut pas non plus voir que le côté pessimiste. Il y a une médecine qui se développe encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y avait un congrès mondial de neurologie à Marrakech il y a 2 ans. Je crois que c'est un processus. Moi, je crois qu'il faut évidemment prendre des leçons dans notre histoire et avancer, évidemment, et progresser, parce que il ne faut pas tomber dans la fatalité. Voilà, donc des leçons importantes à tirer pour notre futur, et donc un appel, bien sûr, à la sauvegarde de notre patrimoine. Voilà, intéressons-nous. Merci. شكرا جزيلا للأستاذ النجاري شكيب على هذا العرض القيم والوجيز. والحقيقة أن الأستاذ حاول في عجالة أن يلخص لنا تاريخ مستشفى سيدي فرج، وأكد فقط على 3 مسائل. المسألة الأولى هي أن هذا المارستان هو مارستان يرجع تاريخه إلى عهد المرينيين، وهو يدخل في الشبكة التي بناها وشيدها المرينيون في المغرب. وطبعا يقول أن تاريخ هذا المستشفى ارتبط بتاريخ الدولة المرينية، فعندما كانت قوية وكانت في أوجها فكان المستشفى في هذا الأوج. والواقع أن هذا المستشفى شيده أبو يوسف يعقوب، ثم أعاد بناءه أبو الحسن، وأعاد ترميمه وبناءه أبو عينان، ثم جاء إلى مسألة التسمية. وهذا أنا في نظري مهم ومفيد، بحيث كما قال فكلمة سيدي دائما تطلق على شخص له من المميزات الدينية، فسيدي فرج فلا نعرف في كتب التراجم اسما بهذا المعنى، والغالب أنه يعني الفرج أي الشفاء والشفاء من المرض، وفي الغالب والخلاص من هذا المرض. وأكد على أن المكان الذي شيد فيه هذا المستشفى هذا مكان له رمزيته، وهو مكان قرب حوانيت الأدوية والعدول والقرويين، فهو مكان إذن استراتيجي بالنسبة لمكان بنائه. أما شكل هذا المستشفى فهو كان في طبقين، الطبق الأول فيه 18 غرفة وهي غرف صغيرة، والطبق أو السفلي 18، ثم الطبق الأول 22، وهو على شكلة مارستان شرقي، وهو في الحجم صغير نسبيا إذا ما قارنا بأهميته التاريخية وكذا. ورجع الأستاذ النجاري كثيرا إلى الوزان الليون الإفريقي الذي وصف مدينة فاس ووصف المارستان في أواخر القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر. فالوزان توفي في حوالي 1505، أي عاش الفترة التي كان فيها المارستان لا زال يلعب دورا مهما. وقد كان الوزان هذا كاتبا لهذا المستشفى، وذكر أن هناك في المستشفى كتاب، أطباء، طباخون، مساعدون وموسيقيون. فتدبير هذا المستشفى ذكره الوزان كثيرا. وحاول الأستاذ النجاري أن
يفهم معنا، أن يفسر لنا كيف أننا عندما نتحدث عن مستشفى سيدي فرج نتحدث كذلك عن طب الحيوانات، وحاول أن يفسر ذلك. وهذا التفسير أنا كنظن أنه معقول، أنه المسألة ديال الاهتمام بالحيوانات والأوقاف للحيوانات لإعطائها الدواء فيمكن أن يدخل كذلك في مسألة تجارب الأطباء. ثم تساءل هل هناك ارتباط بين مستشفى سيدي فرج وجامعة القرويين، وحاول أن يجد في تراجم العلماء وتراجم كل الذين عاشوا في هذه الفترة ارتباطهم بالطب عامة، ووجد وهذا جميل جدا، وجد إحدى الإجازات التي وقعها ابن البيطار والنباتي والشبيلي وهم أطباء مشهورون آنذاك، ووقعوها، وهذا يبين حسب السنجاري أن هناك ارتباط في الحقيقة بين تكوين الأطباء في القرويين وممارسة الأطباء في هذا المستشفى. ونذكرها ولو أنها جزئية، أن هناك على هذه الإجازة هناك خاتم لعادل العدول الذي أكد على ذلك وضبط هذه الإجازة. ثم جاء وأمر بسرعة إلى مسألة التمويل، وهذا كل مؤسسات آنذاك كان تمويلها الأوقاف، وكل مؤسسة كانت تبنى آنذاك كانت تترك لها أوقاف. وقد بقي هذا التقليد في المغرب، بحيث أن المساجد الآن لكي تعيش وتحيا فكل ما شيد مسجد شيدت معه أماكن التجارة وغيرها كأوقاف لهذا المسجد. وختم قائلا، أنا بديت الخاتمة من اللي بدأ يتكلم على كون الراهب جيلبير جوفر جاء إلى مدينة فاس ونقل نموذج سيدي فرج إلى مدينة فالنسيا في إسبانيا، وأسس سيدي فرج آخر هناك، أعطاه اسما آخر. وبعد ذلك شرع الأستاذ النجاري في الحديث عن تراجع وعن اضمحلال هذا المستشفى وتراجعه، ورجع مرة أخرى إلى الوزان الذي وصفه في فترته، ورجع أخيرا في خاتمته ليؤكد أن الحديث على مثل هذا المستشفى هو ليس حديثا نوستالجيا أي لاسترجاع الماضي، بل هو حديث لكي نذكر أن هناك تراث، وأنه يجب أن نستفيد من هذا التراث وأن نحيي هذا التراث ليعطينا القوة لنواجه المستقبل ونكون أطباء من المستوى الذي نريده.